Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Yael Braun-Pivet. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes la présidente de l'Assemblée nationale. Vous occupez un poste clé dans un contexte social toujours éruptif alors que l'exécutif cherche encore une sortie de crise. Comment imaginez-vous la suite du quinquennat quand certains sentent déjà un parfum de fin de règne? Nos institutions sont-elles encore adaptées? Les divisions françaises sont réelles et profondes. Alors, que faut-il changer, selon vous, de fond en comble? Et puis, on s'intéressera aussi dans cette émission à votre parcours, alors que certains vous imaginent, peut-être que ça vous fait plaisir, certainement, propulsé en 2027. Pour vous interroger à mes côtés, mes camarades, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Boccoté. Bonjour à vous, Mathieu. Bonjour. Tout d'abord, Yael Braun-Pivet, j'imagine que vous avez suivi cette cérémonie, une liturgie impressionnante hier, un véritable sacre du roi Charles III. Que vous a inspiré ce moment, évidemment, très particulier, mondial? J'ai trouvé que c'était très touchant. Très touchant de voir un peuple qui communie autour d'une personne, autour d'une famille, autour aussi et surtout de son histoire, de ses traditions. Et j'ai trouvé que les Anglais avaient cela de particulier et ça fait partie d'eux-mêmes. Et je trouve cela touchant parce que cela fait partie profondément de ce qui fait le Royaume-Uni, ce qui est constitutif de leur nation. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir que cela perdure et que tout le peuple communie encore autour de ces Mais deux fois, traditions. vous dites communion, c'est-à-dire Oui. qu'il y a des moments d'union possibles. Alors là, évidemment, c'est une monarchie, c'est très particulier autour de la figure du roi. Communion encore possible dans certains pays avec un peuple rassemblé. Justement. On voit peut-être un miroir inversé par rapport avec Voilà, justement, vous mettez, je crois, les bons mots sur ces sujets-là. Nous avons besoin de nous rassembler, nous avons besoin de faire société. Et lorsque l'on voit faire un peuple faire société, je trouve ça inspirant et c'est ce dont nous avons besoin ici en France plus que jamais. On parle beaucoup de division, on parle de conflictualité. Eh bien, parlons plutôt de ce que l'on peut faire ensemble en tant que nation. Vous parlez de communion, vous parlez d'un peuple rassemblé autour de son histoire. Il y avait quelque chose d'un peu sacré, pourrait-on dire, dans l'événement en Grande-Bretagne. Est-ce qu'un tel sacré est possible en France, dans un pays qui a peut-être moins le sens de son unité? Alors, c'est intéressant. Vous savez, à l'Assemblée nationale, il y a un lieu qu'on définit comme étant sacré. Oui. C'est le périmètre sacré. C'est le périmètre autour de l'hémicycle qui est sacré, et qui est sacré pour notre République, parce que c'est là où le Parlement vote la loi. Moi, je crois que dans Donc une il y a République... encore du sacré au Parlement français? Il y a encore un périmètre la sacré. gardienne. Et il y a, Quelque part. je crois, dans notre République, ce qui est sacré, ce sont nos valeurs, ce sont les principes, nos principes fondateurs. Et effectivement, moi, je fais partie de ceux qui pensent que nos institutions sont sacrées, que le Parlement est sacré. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je suis au perchoir, inlassablement, je lutte pour que chacun dans l'hémicycle se souvienne que ce lieu est sacré et qu'on ne peut pas y avoir n'importe quelle tenue vestimentaire, qu'on ne peut pas y avoir n'importe quelle attitude, qu'on ne peut pas dire n'importe quoi dans cet hémicycle, parce que oui, l'hémicycle en France Et pourtant, aujourd'hui, je crois, est sacré. il en a été dit des choses. Il y a eu certains comportements, évidemment, les Français ont assisté là ces derniers mois à des comportements irruptifs, je ne dirais pas à jamais vus, parce que quand même l'Assemblée nationale a souvent été un chaudron bouillant. Vous avez été choqué vous-même qu'il y ait une sorte de rupture, comme vous dites, par rapport à une attitude qui devrait être assez responsable et peut-être digne dans ce lieu particulier? Oui, par moments, je suis choquée. Par moments, effectivement, je trouve ça choquant, mais à l'instar des Français, moi, à chaque fois que je me déplace sur le territoire, que je vais à la rencontre des Français, c'est ce qu'ils me disent en premier. En premier. Et la faute à qui? Et ils me disent que nous avons raison de ne rien laisser passer et que nous avons raison de sanctionner les comportements lorsqu'ils ne sont pas tolérables, parce que justement, pour les Français aussi, leur démocratie, les institutions, le Parlement, l'Assemblée nationale, c'est sacré. Ce qui se passe à l'Assemblée, là, ce qu'on a vu, le spectacle, notamment pendant les discussions sur la réforme des retraites, c'est symptomatique de quoi, selon vous? D'une crise démocratique? Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Pourquoi ça va aussi mal? Alors, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger.
Et il ne faudrait pas penser que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale pendant la réforme des retraites constitue le quotidien de l'Assemblée nationale. Ça n'est vraiment pas le cas. Et l'Assemblée nationale... On voit les Français, en tous les cas. Mais ils ne voient pas que ça. Ils voient aussi une Assemblée nationale qui est au travail, qui vote des textes, plus de 25 textes votés de façon définitive. Le nombre de textes, non, mais ils voient que nous travaillons. Mais non, alors ils voient le nombre de textes, mais ils voient surtout les mesures que l'on a votées. Parce que vous avez raison, ce n'est pas le nombre de textes qui importe. Ce matin, une mesure emblématique qui impacte le quotidien des Français que vous avez voté. Les mesures que nous avons adoptées sur le pouvoir d'achat à l'été, où nous avons revalorisé les retraites, revalorisé le point d'indice des fonctionnaires. Nous avons adopté la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Ce sont des mesures très concrètes qui impactent le quotidien des Français à tout moment. Et pourquoi vous ne voulez pas reprendre l'expression crise démocratique? Pourquoi vous la niez? Vous estimez que ce n'est pas la réalité de ce que nous sommes en train de vivre dans le pays? Mais on est dans un moment effectivement particulier. Certains le qualifient comme crise. Moi, je ne vais pas jusque-là. On est dans un moment de tension, de crispation extrêmement importante. Mais pour autant, nos institutions sont parfaitement en état de marche. Parce que quand je vous dis que nous votons des textes, ça n'est pas rien. Ça veut dire que notre Assemblée nationale fonctionne. Et surtout, et c'est très important aussi, nous obtenons de façon systématique des accords avec le Sénat. Tout va très bien, Madame la Marquise. Non, je viens de vous dire qu'il y avait des moments de tension et de crispation. Mais pour autant, il ne faut pas décrire les choses tout noir ou tout blanc. Il faut nuancer le tableau. C'est ce que je fais parce qu'il y a des choses qui fonctionnent. Et à nous, aujourd'hui et demain, de faire en sorte qu'il y en ait encore plus qui fonctionnent, à nous de faire en sorte que notre Assemblée puisse encore plus remplir sa mission, à nous d'effacer ces moments de tension qui, effectivement, par cet effet grossissant, donnent l'impression que cela ne marche pas, à nous de mettre encore tous nos efforts pour faire en sorte que cela marche mieux. Yael Braun-Pivet, qui est responsable de cette crispation et de ces tensions? C'est le président de la République? C'est ce que disent les oppositions. Oui, après, vous savez, les oppositions, elles sont promptes à chercher des coupables et des responsables qui ne sont surtout pas eux. Moi, ça n'est pas du tout ma façon de faire de la politique. Moi, en faisant de la politique, j'ai des convictions, mais je prends surtout mes responsabilités. Et donc, considérer que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va mal, il faut désigner un coupable qui soit surtout extérieur, ce n'est pas ma façon de faire. J'ai envie de vous dire, mais nous sommes tous responsables. Parce qu'à partir du moment où nous sommes engagés dans la vie politique, nous avons tous une action à mener et une responsabilité. Si la crise de confiance perdure, si le lien avec les Français continue de se distendre, Emmanuel Macron pourra-t-il vraiment éviter, vous en êtes la présidente, la dissolution de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il peut l'éviter, cette dissolution, compte tenu de la situation que nous vivons? Mais à nouveau, alors certains cherchent un responsable, d'autres cherchent une solution miracle, le référendum, la dissolution, je ne sais quoi d'autre. Moi, je ne crois ni en l'un ni en l'autre. Je ne crois ni au responsable unique, ni à la solution miracle. Moi, je crois au travail. Moi, je crois au fait de faire un maximum d'efforts pour aller chercher des compromis, pour essayer de faire en sorte de se mettre d'accord sur un certain nombre de constats et une façon de travailler. Mais c'est à nouveau ce que l'on fait depuis des mois à l'Assemblée nationale. Le président peut-il continuer? Alors, écartons finalement la dissolution, etc. Est-ce qu'il peut continuer ainsi sans rien changer sur la méthode et sur lui-même, le président de la République? Vous parlez de façon de travailler. Mais parce que la façon de travailler, pour moi, est essentielle entre le président de la République, le gouvernement et le Parlement. Mais moi, vous voyez, je fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, une partie de la solution est au Parlement, qu'une partie de la solution est à l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'Assemblée nationale, nous sommes tous réunis. Nous sommes tous réunis. Mais un Parlement, moi j'ai plaidé depuis longtemps pour un plaidoyer, j'ai fait un plaidoyer pour un Parlement renforcé. Parce qu'à l'Assemblée nationale, nous travaillons dans des commissions, nous travaillons dans des missions, nous côtoyons au quotidien, nous côtoyons toutes les oppositions au quotidien. Mais diriez-vous que toutes les oppositions sont légitimes aujourd'hui?
Et toutes les Parce oppositions... que souvent, je résume Ouais, la question, dites-moi. on entend d'un côté le gouvernement qui dit il y a les extrêmes, de l'autre côté il y a les oppositions qui disent le gouvernement est coupé de la population. Diriez-vous que est-ce que vous utiliseriez, dis-je, le terme les extrêmes pour parler de la France insoumise ou du RN par exemple? Il y a deux choses différentes dans votre question. Que les oppositions soient légitimes me paraît est une évidence. Chaque député qui siège à l'Assemblée nationale a été élu. Tous sont républicains. A été élu par les Français. Donc, ils sont légitimes à siéger à l'Assemblée nationale et je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'il faut faire le tri entre les députés. Et je l'ai dit dès mon accession au perchoir. Cela étant, cela n'empêche pas de qualifier après politiquement ce qui est porté par tel ou tel parti politique et donc considérer que les positions des uns et des autres puissent être des positions extrême incarnant soit l'extrême droite, soit l'extrême gauche, c'est autre chose et c'est quelque chose que j'assume parfaitement. Et moi, je pense qu'effectivement, il y a dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale certains parlementaires qui visent et dont l'objectif est d'installer le chaos et de faire en sorte que notre institution ne fonctionne pas. C'est l'objectif de certains parlementaires. Je ne dis pas que c'est l'objectif de groupes politiques dans leur ensemble, mais il y a clairement certains parlementaires, des individualités qui ne sont pas dans une logique d'exercer leur mandat d'une façon constructive pour essayer... C'est une accusation grave qui... Non, ça n'est pas une... Si, c'est grave de ce que vous dites. Donnez-nous des noms. Mais je n'ai pas à citer un tel ou un tel. Nous avons parlé en début d'émission de ceux qui ne respectaient pas l'institution, de ceux qui y faisaient régner le désordre. Donc c'est ceux-là dont je parle qui, effectivement, ne sont pas dans une logique institutionnelle. Mais ceux-là, ils le font pourquoi, à votre avis ? Ils le font parce que c'est un projet politique qui est de dire nous souhaitons instaurer une 6e République. Donc nous considérons que la 5e République, elle est complètement défaillante et donc nous en faisons la démonstration dans l'hémicycle et nous légitimons notre projet politique. Eh bien oui, je trouve que c'est dangereux parce que dans des périodes de tension, lorsqu'il y a un pays qui est crispé, moi je pense que nos institutions nous protègent et qu'elles protègent les droits et libertés de chacun de nos concitoyens. Donc certes, il faut les adapter et probablement les adapter profondément, mais il ne faut pas renverser la table. Je pense que ça serait grave et dangereux pour notre pays. Alors justement, on va en parler, on va marquer une courte pause. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Comment réformer ? Parce que vous ne voulez pas révolutionner et en même temps justement répondre à la crise actuelle. On marque une courte pause et on se retrouve sur Europe 1 et CNews. Et merci à vous de nous suivre ce dimanche en direct avec notre invitée politique, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. On va parler évidemment de la réforme des institutions. Vous parlez de cette volonté, cette légitimité à réformer. Un mot quand même sur votre rôle, la manière dont vous êtes perçu. Certains vous qualifient de chef de bande au perchoir, notamment les Insoumis. Comment vous répondez à cela ? C'est dans la droite ligne de ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de respect et que justement d'aucuns considèrent que les institutions et que le mandat n'est pas quelque chose de sacré dans une république. Moi, je crois que dans une république, justement, dans une démocratie, il n'y a rien de plus sacré que le mandat. Le mandat. Ils vous reprochent de rouler pour votre camp, la Macronie. Alors, c'est assez amusant parce que les mêmes pensaient l'inverse et disaient l'inverse il y a quelques mois de cela. Donc, à nouveau, c'est parfaitement à géométrie variable. Mais lorsque j'entends d'autres présidents de groupe de l'opposition, je crois qu'ils sont unanimes pour dire que justement, je suis une présidente de l'Assemblée nationale qui défend avant tout son institution et l'institution et donc l'ensemble des parlementaires qui est ici. Vous la défendez, Yaël Braun-Pivet, avec une volonté aussi de la réformer nos institutions, mais pas révolutionner, dites-vous. On pense tout de suite à la 6e République de Jean-Luc Mélenchon que vous qualifiez de dangereuse. En quoi ce serait dangereux ? Je crois déjà que il faut toucher aux institutions de façon profonde lorsque le climat est apaisé. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment, et je pense que vous le partagerez avec moi, que le climat est propice pour dire
on fait une constituante et on rebat toutes les cartes de notre régime. Et je ne suis pas convaincue que nous aurions une majorité pour ce faire. Vous êtes lucide. Mais en revanche, je pense qu'il faut les adapter. J'entends ce que nous disent nos concitoyens. J'entends qu'ils souhaitent plus de Parlement, parce que le Parlement, c'est le lieu de l'expression de la pluralité politique que les Français ont voulu, puisqu'ils ont élu un Parlement avec 10 groupes politiques représentés et sans majorité absolue. J'entends que les Français veulent davantage participer, donc il faut travailler sur la participation Plus de Parlement, citoyenne. alors que vous avez été de celles qui ont milité pour le 49-3 Oui. Il y a de quoi être tombé de sa chaise ce matin. Pas du tout. Plus de Parlement pour contourner le Parlement? Non, parce que le 49.3, pour moi, n'est pas un contournement du Parlement. Le 49.3, non, le 49.3 est un outil constitutionnel qui a été créé dès l'origine, et vous le savez aussi bien que moi, pour faire face à deux situations, une majorité relative ou une situation d'obstruction. Nous avons été dans cette situation sur les deux aspects, obstruction parlementaire et nous sommes en majorité relative. Ça n'est pas anormal d'utiliser, que le gouvernement utilise le 49.3, qui est au demeurant extrêmement limité depuis la réforme de 2008. En revanche, je pense aujourd'hui que le Parlement peut être la solution ou une des solutions, parce qu'au Parlement, toutes les expressions politiques sont représentées et parce qu'au Parlement, nous avons les moyens de parvenir à des compromis en amont. Et en quoi serait cette solution ? Mais parce que nous pouvons parvenir à des compromis en amont. C'est-à-dire qu'au Parlement, nous arrivons à travailler ensemble sur de longs mois, sur ce qu'on appelle des missions d'information qui allient majorité et opposition. Et par exemple, je vous donne un simple exemple très, très clair. Pendant que j'étais présidente de la commission des lois, nous avons fait un rapport mené par les Républicains et le groupe démocrate sur un sujet qui intéresse les Français les consommateurs, sur les actions de groupe. Vous savez, ces actions qui marchent bien de l'autre côté de l'Atlantique et qui permettent aux consommateurs de se mettre ensemble et de pouvoir attaquer une entreprise, etc. Eh bien, en France, ce dispositif ne marche pas bien. Et donc, ces députés ont travaillé pendant des mois et des mois pour essayer de trouver les mécanismes pour décoincer ce dispositif. Ils ont abouti à un rapport d'information. J'ai saisi le Conseil d'État sur une proposition de loi qu'ils avaient formulée. Cette proposition de loi a été examinée dans l'hémicycle et votée à l'unanimité. À l'unanimité. Eh bien, mais c'est important parce que c'est la méthode. A été perçu, que vous le vouliez ou pas, par une partie des Français comme un contournement de la démocratie. Dans les différents sondages, et un récent sondage, une majorité de Français estiment que la démocratie est abîmée. On en est là aujourd'hui. Que des choses fonctionnent très bien, mais par rapport à une démocratie, à tort ou à raison, qui est perçue comme abîmée, c'est un électrochoc, il faut un sursaut. Et il faut, je crois, un sursaut, vous avez raison. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, je suis très allante, extrêmement allante, sur la réforme institutionnelle, parce que le président de la République a souhaité organiser. Il a proposé, pendant la campagne présidentielle, qu'on fasse une réforme constitutionnelle, institutionnelle, et que l'on réunisse les différents groupes politiques. Il nous a chargé, avec le président du Sénat, de mener ces consultations politiques dans nos assemblées respectives, et c'est ce que nous allons faire très rapidement, parce que je crois qu'effectivement, c'est un élément de réponse essentiel, et j'ajouterais même que ça, c'est la discussion que nous allons avoir entre nous. Mais moi, je pense que c'est une discussion, évidemment, dans laquelle nous devons échanger avec les Français. Et moi, j'ai décidé et j'ai commencé à échanger avec eux en allant sur le terrain, en faisant des réunions publiques et qui seront évidemment ouvertes à tout le monde. Et j'irai sur tout le territoire pour pouvoir échanger avec les Français sur cette question. Ça n'est pas une campagne, mais il faut être à l'écoute parce que lorsque dites-vous et voilà. À qui le dites-vous? Ça fait 6 ans que ça dure. C'était déjà dans la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, cette réforme institutionnelle, réforme constitutionnelle, ça a débouché sur rien. Comment est-ce que les Français peuvent-ils vous croire? Mais ça n'est pas complètement exact que ça n'a débouché sur rien, puisque nous avons voté dès 2017, en juillet et août 2017, ce qu'on appelle les lois confiance pour la vie politique, dans lesquelles nous avons adopté un certain nombre de mesures réclamées par les Français, l'interdiction des emplois familiaux, un meilleur contrôle des conflits d'intérêts. Je vous rappelle qu'à cet égard, nous avions également instauré un contrôle des frais de mandat des parlementaires qui n'existait pas auparavant. Donc et c'était la première brique de la réforme institutionnelle. Il est vrai qu'après, nous n'avons pas réussi à aboutir sur la réforme constitutionnelle. Mais c'est justement
toute l'idée qu'a le président de la République d'avoir un changement de méthode et de commencer par une consultation des forces politiques et pour aller chercher en fait les points de convergence et les points de divergence. Vous êtes d'accord sur quoi? Vous n'êtes pas d'accord sur quoi? Et comment on arrive à dessiner les contours d'une réforme sur laquelle on aurait une majorité. Sur la table, qu'est-ce que vous voulez comme mesure? Quelle proposition vous faites pour une réforme institutionnelle? Vous appelez de vos voeux une réforme institutionnelle. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez? Moi, ce que je souhaiterais, à titre personnel, c'est une réforme institutionnelle qui permette de garantir une meilleure participation à nos concitoyens dans la vie politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on voit, et on vient de le voir de façon éclatante, les outils référendaires à l'initiative des citoyens ne fonctionnent pas. Le référendum d'initiative partagée vient d'être à nouveau rejeté par le Conseil constitutionnel. Il existe depuis 2008, nous sommes en 2023, il n'a jamais réussi à être activé. Donc il faut faciliter l'usage du référendum en France, que ce soit un référendum d'initiative de l'exécutif ou un référendum d'initiative citoyenne. Là, je crois qu'il y a un vrai sujet à travailler ensemble. Proposition. Elle est importante parce que vous dites depuis tout à l'heure à l'écoute des Français. Je pense que vous le dites aussi à votre, si je puis dire, à la Macronie, puis à la tête de l'exécutif. Et donc, vous pensez que ça passe aussi par cette voie référendaire? C'est important Oui. Moi, je pense que c'est important et je pense que c'est un des moyens, d'une part, de redonner la parole à nos concitoyens, de les intéresser à la vie politique en dehors des échéances électorales, en dehors du fait simplement de mettre un bulletin de vote. Et il faut évidemment, pour retrouver la confiance, que l'issue du référendum soit constitutionnelle, donc par une large majorité dans les deux chambres. L'aménagement du référendum, effectivement, vous avez raison, passe par une réforme constitutionnelle puisqu'il s'agit de modifier l'article 11 de la Constitution. Ça, vous n'avez pas réussi à le faire dans le premier quinquennat. Pourquoi vous y arrivez? Parce qu'aujourd'hui, on va mettre tout le monde autour de la table et j'espère, compte tenu de l'évolution de la situation, compte tenu des demandes répétées de nos compatriotes, j'espère que nous pourrons avoir un consensus politique sur ce principe et sur, après, la concrétisation dans les textes. Vous appelez à la responsabilité pour trouver ce consensus sur les institutions et sur justement cette facilitation du référendum? Oui, et j'appelle à la responsabilité plus largement, d'ailleurs. Parce que finalement, nous devons tous collectivement tirer les conclusions de l'absence de majorité absolue et de cette représentation si variée à l'Assemblée nationale. Et ces conclusions, c'est quoi? C'est que finalement, aujourd'hui, on ne peut pas être uniquement dans un bloc de ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et les opposants n'ont qu'un objectif, c'est de devenir un jour majoritaire pour remplacer... Non, mais ça, c'était avant. Moi, je crois que ça, c'était avant. Je crois qu'aujourd'hui, et on le voit dans les sondages, les Français expriment massivement leur satisfaction devant ce visage de l'Assemblée nationale. Et donc, ça induit une responsabilité, évidemment, de ceux qui sont au pouvoir et qui sont majoritaires, de rassembler largement. Et ça induit, évidemment, du côté de ceux qui ne sont pas dans la majorité, de rentrer dans cette démarche-là, dans l'intérêt des Français. On va continuer à en parler avec un maître mot ce matin dans votre bouche, la responsabilité dans cette situation. On en parlera aussi sur des thèmes toujours clivants, l'immigration justement. Est-ce qu'il aurait fallu, est-ce qu'il faut un référendum sur ce sujet? On en parle juste après la pause. À tout de suite. Et ce dimanche, elle est dans l'actualité, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Vous avez également donné une interview dans le journal du dimanche, justement, sur la réforme des institutions, où vous évoquez la fameuse dose proportionnelle aux législatives. Alors, c'est vraiment le serpent de mer de notre histoire politique. J'allais dire, ça ne mange pas de pain de le proposer. Pourquoi ça mange pas de pain? Parce qu'à chaque fois, on le propose et puis rien ne se passe. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je pense que c'est effectivement quelque chose, en tout cas, qui revient fréquemment, le mode de scrutin du parlementaire. C'est pas une question simple, ce n'est pas une question simple parce que certains, les tenants d'un scrutin majoritaire, considèrent que le parlementaire doit être très ancré sur un territoire et donc doit avoir une circonscription d'élection. Et puis d'autres pensent que le parlementaire doit plus représenter des courants politiques et donc sont plus tenants de la proportionnelle. Donc il y a un vrai débat, pas philosophique, mais politique de fond sur ce sujet. Maintenant, moi, je constate que les Français la souhaitent de façon récurrente depuis très longtemps. Donc il faut en discuter. Moi, très, très, très clairement,
Je suis favorable à ce que les Français aient une représentation la plus parfaite dans l'hémicycle et je vois qu'effectivement, à tout le moins, une forte dose de proportionnel permettrait d'atteindre cette meilleure représentation. Donc moi, j'y suis plutôt favorable. L'Assemblée serait de moins en moins gouvernable parce qu'il y aurait probablement encore une majorité plus relative et plus de groupes, ça serait plus dispersé, ça serait... C'est la raison pour laquelle il faut vraiment changer de paradigme dans notre vie politique et dans la façon d'agir des responsables politiques. Il ne faut pas espérer de façon inconditionnelle une majorité. Il faut être capable, on envie tout le temps les pays autour de nous, l'Allemagne, les pays nordiques qui fonctionnent en coalition, sans parler forcément de coalition. Quand on est aux responsabilités, mais quand on est aux responsabilités qu'on a été élu, il faut œuvrer dans l'intérêt des Français. Et donc, il faut aller chercher des solutions. Donc, il faut rentrer dans une logique de construction de la solution et ne pas être uniquement dans la logique de « votre solution n'est pas la bonne ». Vous avez imaginé, vous dites qu'il faut des majorités. Les majorités se construisent aussi potentiellement par référendum. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, vous êtes favorable à l'usage du référendum, soit d'initiative présidentielle, soit d'initiative populaire. Autour de quelles questions faudrait-il user du référendum, par exemple, aujourd'hui? Beaucoup de Français le souhaitaient sur les retraites, c'est peut-être pas votre cas, mais autour de quelles questions le référendum pourrait être utile aujourd'hui? Alors, c'est une bonne question. Au hasard, on vous dit l'immigration. Au hasard, moi j'aurais plutôt dit la fin de vie. Ah bon? Mais ça n'est pas nécessairement ça fait partie des grands sujets de société, mais qui, justement, ne rentrent pas nécessairement dans le cadre des référendums tels qu'ils existent aujourd'hui. Puisqu'on a... Plusieurs suggèrent sur l'immigration. Après, sur l'immigration, il faudrait voir quelles questions, parce que, en fait, un référendum n'a de sens que si vous posez une question qui est des questions qui sont précises, qui sont des questions à enjeu, et sur lesquelles, effectivement, vous avez une controverse politique. Donc, il faut regarder. Mais écoutez, je vous donne une question au hasard, madame. Mais vous savez... Faut-il aller vers la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension? Voilà une question simple qu'on pourrait poser aux Français. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vous savez qu'il y a d'autres sujets. Ça peut être sur les sujets justement institutionnels. Il pourrait y avoir des questions qui pourraient être intéressantes. Ou alors, si nous aboutissons à un accord, au lieu de faire une réforme par les 3/5 au Congrès, pourquoi nous ne demanderions pas leur avis aux Français sur l'évolution institutionnelle de notre pays dans le cadre de la procédure, et je le précise, de l'article 89 de la Constitution qui prévoit d'abord l'adoption d'un texte conforme dans les deux chambres. C'est très important parce que d'aucuns souhaiteraient contourner ces procédures. Parce que, faute de majorité, là, le gouvernement a ajourné son projet de loi qui sera présenté finalement à l'automne. Est-ce que pour vous, il faut faire cette réforme? Alors, oui, parce qu'il y a un certain nombre de sujets qu'il nous faut régler, et nous avons pour ce faire besoin d'une loi. Encore? Oui, encore. Combien depuis Vous pensez qu'une loi règle les problèmes d'immigration aujourd'hui? Pas seulement. Mais nous avons notamment des questions autour de la procédure qui est devenue extrêmement complexe, qui embolise des juridictions. Et donc, sur le plan procédural notamment, une loi qui viserait à simplifier la procédure, et c'est les travaux de François-Noël Buffet, président de la commission des lois du Sénat, qui vont dans ce sens. Mais une loi, évidemment, ne fait pas tout. Moi, je vous disais tout à l'heure, je ne crois pas dans le pouvoir magique ni la responsabilité d'un seul. C'est la présidente de l'Assemblée nationale qui vous le dit. Ne comptez pas sur simplement une loi pour régler le problème. On est tous d'accord. Oui. Pour le problème migratoire, nous avons l'action européenne et on voit que... L'action ou l'inaction européenne? L'action. Ah bon? Puisque écoutez les propos de M. Darmanin accusant la première ministre italienne Giorgia Meloni, c'est une inaction. Elle est incapable de régler les problèmes migratoires. L'action européenne, c'est-à-dire avec le pacte sur la migration et sur l'asile, le Parlement l'a adopté la semaine dernière. Non, mais c'est important. Vous savez vous-même ça avance. Il y a plein de trous dans la raquette. Mais il y a justement, et c'est ce pacte européen qui vise à en régler un certain nombre, avec notamment des procédures d'asile à la frontière, avec notamment une meilleure solidarité européenne qui pourrait permettre d'alléger la charge qui pèse sur certains pays du fait de la géographie. Mais ça avance. Il n'y a pas de solidarité. Ça avance.
les textes sont en cours de préparation au niveau européen et nous avons tous pour espoir d'aboutir avant les élections européennes. Donc c'est d'ici 1 an. Donc il y a l'action européenne, il y a l'action très concrète que nous menons au quotidien sous l'égide de Gérald Darmanin, le nombre de reconduites qui a doublé entre 2021 et 2022. Donc il y a des choses qui sont faites. Le président du Rassemblement national, en déplacement dans les Alpes-Maritimes, Jordan Bardella, a affirmé que le gouvernement ne veut pas en réalité lutter contre l'immigration. Et il ajoute: les chiffres de l'immigration sont ceux de l'insécurité demain et les chiffres de la délinquance d'aujourd'hui sont ceux de l'immigration d'hier. En quoi a-t-il tort, selon vous? J'ai trouvé cette phrase très choquante. Dites-nous pourquoi. Parce que vous savez, je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais moi, quand j'étais enfant et que j'allais à l'école, dans les années 80, je voyais une affiche. C'était 1 million de chômeurs égale 1 million d'immigrés de trop. C'est ça qu'on disait. Eh bien là, ça relève exactement du même amalgame nauséabond. Mais le lien entre immigration et délinquance, avec toutes les nuances qui sont nécessaires, a été fait par Gérald Darmanin, par le président de la République aussi. Sont-ils nauséabonds, ces deux-là aussi? Il y a des études. Moi, je me réfère aux études sur le lien justement entre l'immigration et la délinquance. Et on voit que la surreprésentation parfois de populations d'origine immigrée a de nombreuses explications et de biais sociologiques et statistiques. Vous les connaissez aussi bien que moi. Surreprésentation des étrangers dans les villes, surreprésentation des personnes qui ont besoin qui font une délinquance d'appropriation parce qu'en situation irrégulière, etc., etc. Donc moi, je ne mets pas de signe égal entre immigration et délinquance. Bien, je veux simplement savoir, quand Gérald Darmanin a reconnu un lien entre immigration et délinquance, je ne me trompe pas en disant ça, est-ce qu'il était nauséabond? Non, parce que le lien, il existe lorsqu'on le regarde les chiffres, mais il y a un certain nombre de biais qu'il ne faut pas occulter. Et sur le projet de loi, pour être très concret, parce qu'on sait que la Macronie, la majorité est très divisée. Il y a une aile gauche qui ne veut pas d'un texte assez durci. Comment vous allez avancer vous-même avant de trouver une majorité sur ce texte, justement? Alors, moi, je ne vois pas la majorité divisée sur ce texte parce que, justement, la recherche qui a été faite par le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail, c'est de trouver les bons équilibres. Et donc, les bons équilibres sont dans le texte, avec la régularisation notamment des métiers en tension, avec une meilleure intégration de ceux qui souhaitent rester sur notre territoire, et par ailleurs une attitude de fermeté à l'égard de ceux qui ne souhaitent pas. Parfait. Donc il y a, pas forcément parfait, mais en tout cas un texte équilibré qui doit après être discuté. Après, moi, là où j'ai exprimé des réticences ou des réserves, c'est sur la temporalité et sur la méthode. Moi, je crois d'une part qu'aujourd'hui, suite à l'épisode retraite, il faut aborder d'autres sujets, et c'est ce que nous allons faire au Parlement, la loi de programmation justice, la loi de programmation militaire, la loi sur le partage de la valeur, la loi sur l'industrie verte qui va nous permettre d'accélérer la réindustrialisation de notre pays. Il faut parler d'immigration, il faut le faire un petit peu plus tard, et il faut surtout réussir à créer du consensus politique. À l'automne. Non, mais à l'automne. Moi, je suis sur cette ligne-là parce que ces quelques mois supplémentaires, moi, je crois, doivent être mis à profit pour trouver une majorité. Pour les Français dans les sondages sur l'immigration. Parce que les Français, quand vous les interrogez, ils ont moins de pudeur. Oui, mais alors, vous savez, les sondages, moi, je m'en méfie toujours. Et lorsque l'on regarde les préoccupations du Français, quand on dézoome un petit peu, l'immigration ne vient pas en premier. La première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. La deuxième, c'est la santé et les questions sociales. Ils ne placent pas l'immigration dans le top 3 de leurs préoccupations. Donc, ça fait partie de leurs préoccupations, mais il ne faut pas non plus en faire la préoccupation majeure. Ça ne sera pas possible de garder le en même temps que vous trouvez formidable entre ce qu'a dit le ministre Darmanin et le ministre Dussopt, parce que ça sera voté forcément avec les voix de la droite. Et la droite va durcir le texte. Donc cet en même temps ne pourra pas durer et il risque d'y avoir des divisions dans la majorité. Comment est-ce que vous allez résoudre ce problème ? Nous le résoudrons en temps utile. Vous savez, il faut laisser... c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut se donner encore un peu de temps pour essayer de faire un texte qui soit le plus équilibré possible et le plus consensuel possible. Et puis, il faut laisser le temps de la discussion parlementaire. Moi, vous savez, je suis
bien trop souvent rentrée dans l'hémicycle en me disant « mais personne ne votera ce texte, nous n'aurons pas de majorité ». Et finalement, nous en avons trouvé une par le travail, par les débats et par aussi l'écoulement du temps. En fait, nous avons des institutions qui permettent l'exercice. Mais oui, mais vous savez, moi, c'est ce que j'entendais sur le texte sur les énergies renouvelables, sur l'accélération des énergies renouvelables. On nous disait que nous n'aurions pas de majorité. Oui, mais chat et chaud. Eh bien, oui. chat et chaud. Oui. Non, mais voilà, 49.3 dans les deux sens. Donc on va voir ce qui à nous de les. Mais non, mais ça, c'est difficile. Mais c'est difficile de construire des majorités. Ça ne tombe pas du ciel. De votre méthode, Yael Braun-Pivet, on a compris le dialogue, convaincre, responsabilité. Et puis vous avez dit cette phrase qui nous rappelle aussi ce qu'a dit Édouard Philippe, libre et loyal. On vous dira jusqu'où vous êtes libre et loyal. Elle préside une Assemblée nationale chahutée, éruptive, mais diverse. Yael Braun-Pivet, notre invitée ce dimanche. Vous avez employé cette expression dans le journal du dimanche, « Je suis libre et loyal ». Édouard Philippe avait utilisé la même expression et on a découvert dans le livre de notre confrère Ludovic Vigon intitulé « Les 100 jours » que cette expression avait beaucoup hérité Emmanuel Macron. Vous la maintenez, vous êtes libre et loyal aussi. Tout à fait, tout à fait. Et ça va jusqu'où la liberté ? La liberté, c'est, je crois, essentiel lorsque l'on fait de la politique, parce que quand on fait de la politique, on a des convictions et nos concitoyens nous demandent de porter ces convictions. Et donc, effectivement, il ne faut pas revenir sur vos convictions. Et donc, pour moi, la liberté est la façon de pouvoir exercer pleinement mon mandat politique. Maintenant, aller dire à un moment au président de la République, c'est pas ainsi qu'il faut faire, c'est un exercice du pouvoir trop vertical. Est-ce que vous faites partie de ceux qui parlent au président de la République et qui l'écoutent surtout ? Je fais partie de celles qui avaient dit qu'il ne fallait pas passer par la voie d'amendement sur la réforme des retraites à l'automne. Je fais partie de ceux qui, effectivement, disent les choses, mais parce que je suis à la tête d'une institution qui est pluraliste et mon rôle est avant tout de présider l'Assemblée nationale. Et il faut parfois être un peu schizophrène parce qu'il y a ce rôle très institutionnel et puis je suis une femme politique avec des convictions. Vous dites les choses, mais est-ce que le président vous écoute ? Parce qu'on a l'impression que beaucoup de gens lui disent des choses, mais qu'il n'écoute pas beaucoup. Et ce n'est pas exact. Moi, je vois que le président écoute. Je vois que sur ces derniers temps, il a énormément consulté les personnalités de la majorité, dont moi, et à plusieurs reprises, j'ai beaucoup retrouvé de ce que je lui avais dit. Donc ça n'est pas, ce n'est pas un exercice solitaire et vertical du pouvoir. Quand on est seul à exercer une fonction, on est forcément solitaire. Vous savez, moi, quand je suis au perchoir et que je dois prendre des décisions, je suis seule pour les prendre. Je suis seule pour les prendre et les assumer. Donc je comprends que quand on est unique à exercer une responsabilité, la Première ministre, le président du Sénat, le président de la République, on est toujours seul à les prendre. On est seul à les assumer. Ça ne veut pas dire qu'on ne consulte pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans des équipes, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans des collectifs, mais il y a des moments où effectivement, on est seul. Est-ce que le pays a besoin aujourd'hui d'un nouveau souffle, d'un nouveau cap ? Je crois qu'il a besoin... Disons d'un nouveau Premier ministre, pour être plus concret. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On a envie, effectivement, tous, et c'est l'objet d'une campagne présidentielle qui vient de se dérouler, de savoir où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on va ensemble. Au début de cette émission, on parlait de faire société. Mais faire société, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pourquoi ? Où est-ce qu'on veut aller ensemble ? Ça ne veut plus dire grand-chose, malheureusement. On ne sait même pas ce qui va se passer dans cette année pour savoir ce qui va se passer dans la suite du quinquennat, Madame Yael Braun-Pivet. C'est pas vrai. C'est très clair. Nous, ce que nous voulons faire avec le président de la République, nous voulons aller vers une société décarbonée. Et donc, nous avons adopté un certain nombre de textes qui permettent de développer les énergies renouvelables avec de l'éolien, du solaire, de développer le nucléaire. Ce sont 2 textes qui ont été examinés à l'Assemblée nationale et votés pour le nucléaire. Ça viendra bientôt. Alors pourquoi les Français aujourd'hui jugent ainsi l'exécutif et le président de la République ? Ils ne voient pas ce que vous êtes en train de décrire. À nous, qui n'a pas compris l'autre ? Non, mais c'est à nous de leur donner envie, à nous de continuer à les... Mais ça n'a pas trop mal marché puisque le président de la République a été réélu. Donc les Français... Oui, mais il a été réélu. Et donc on ne peut pas considérer qu'il n'avait pas de cap et que nous sommes complètement déboussolés. Ça n'est pas exact. Le cap est fixé. Nous devons y aller. Une société décarbonée, une société qui se réindustrialise. Pour la première fois, nous recréons des emplois industriels. Et une société qui ne connaît plus le chômage.
Qui ne connaît plus le chômage? Le chômage en 2016, juste avant que le président de la République arrive, était, vous savez quoi, la première préoccupation des Français. Aujourd'hui, c'est la 10e. Mais je vous cite, vous dites il faut redonner envie aux Français, il faut leur redonner un désir, une forme d'enthousiasme. Oui. Bah, s'il faut le redonner, c'est qu'il n'est plus là en ce moment. Oui. Comment expliquer cette espèce de rupture profonde ou d'absence de désir pour poursuivre votre image? Parce que je crois qu'avec les problèmes de pouvoir d'achat, avec les problèmes internationaux, de tensions à l'extérieur de l'Europe, avec l'Ukraine, etc., je pense qu'avec des questions qu'on entend de déclassement, etc., on sent que les Français sont... Il y a une certaine déprime, une certaine morosité, et c'est à nous, collectivement, de réveiller notre pays et de leur donner... à nouveau de l'envie et de les inscrire dans un projet, de nous inscrire, mais collectivement, dans un projet collectif. À vous entendre, on comprend bien qu'un changement de Premier ministre ne va pas suffire. Évidemment, malgré tout, c'est forcément dans les tuyaux. Est-ce qu'on voit beaucoup de personnalités qui sont citées? Peut-être que ça va vous faire sourire, mais c'est quand même votre homologue au Sénat. Est-ce que quelqu'un comme Gérard Larcher... à Matignon, vous y voyez quelque chose de l'ordre du sursaut pour la suite? Et moi, en fait, à nouveau, je ne vois pas de solution magique. Donc, le changement de Premier ministre, la dissolution, le référendum. Non, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, il faudra en passer par là. Un changement de Premier ministre s'impose. Je n'en sais rien. Et c'est les prérogatives du président de la République. Et je me garderai bien d'empiéter sur celle-ci, comme on parlait de liberté tout à l'heure. Moi, j'entends bien que personne n'empiète sur mes prérogatives. Ça n'est pas de la langue de bois. Moi, ce que je constate au quotidien, si vous voulez tout savoir, c'est que je travaille très bien avec Elisabeth Borne en tant que Première ministre et je travaille très bien avec Gérard Larcher en tant que président du Sénat. Est-ce que, justement, pour appréhender votre méthode, est-ce que vous diriez, parce qu'on apprend aussi à vous connaître, vous avez eu un parcours, vous avez été avocate, vous êtes maintenant au perchoir, est-ce que vous diriez que vous avez une main de velours dans un gant de fer ou une main de fer dans un gant de velours à choisir? Effectivement, c'est moi en même temps à moi. Certains disent la fermeté souriante. Et effectivement, je crois que c'est ce qui me caractérise. J'essaye et je reste moi-même. J'essaye d'être moi-même. Où serez-vous dans 4 ans, vous-même? J'en sais rien. Vous ne savez pas? Pas de plan, pas d'ambition? Aucun projet, pas de projet. Vous savez, parce qu'il y a 4 ans, je ne m'imaginais pas au perchoir. Et 4 ans avant, je ne m'imaginais pas faire de la politique. Donc, je n'en sais rien. Et si ça se trouve... j'irai ailleurs que dans la politique. Je n'en sais rien. En fait, parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis très concrète, je suis très pragmatique, je suis très basique. Moi, aujourd'hui, je suis présidente de l'Assemblée nationale et je suis à fond dans cet exercice-là. Vous avez été ministre très peu de temps là, après la réélection d'Emmanuel Macron. Et c'est pas un regret de ne pas être au gouvernement? Non, puisque j'ai fait le choix de l'Assemblée nationale et du perchoir. Vous avez plus de pouvoir au perchoir. Vous avez vu cet article dans le journal du dimanche, ministre amer, titre le JDD, la fonction de ministre avec cet exécutif n'attire plus grand monde. Ils ont l'impression, c'est pas qu'une impression qu'ils n'ont plus de pouvoir. Vous avez le vrai pouvoir. Moi, j'ai surtout une double légitimité qui me porte. J'ai été élue par mes concitoyens dans ma circonscription et j'ai été élue par mes pairs. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Ça me porte, donc ça m'oblige. Le vrai pouvoir est au Parlement aujourd'hui. Et moi, je ne réfléchis pas en termes de pouvoir, parce que de responsabilité. De responsabilité. Mais je ne suis... Voilà. Et moi, je me sens très, très utile en ce moment à l'Assemblée nationale, à justement essayer de nouer des liens, de chercher des compromis, d'aller vers les Français. C'est peut-être une nouvelle façon de faire de la politique. Peut-être qu'elle s'explique parce que je n'ai pas de carrière politique, ni en amont, ni en aval. Et vous croyez possible d'avoir une culture du compromis à l'Assemblée nationale entre la majorité, entre les Républicains, entre la France Insoumise ou la NUPES, le RN, tous ces gens peuvent trouver des compromis raisonnables entre eux? Nous avons adopté plus d'une quinzaine de textes à l'unanimité. Donc cela démontre que nous sommes capables Chaque groupe parlementaire est capable d'être raisonnable, finalement. Je l'espère. On va finir par la phrase, libre et loyal. Quand Édouard Philippe la prononce, on imagine toutes les arrière-pensées. Vous nous dites ce matin que vous la prononcez sans aucune arrière-pensée. Et il faut vous croire. Il faut me croire. Moi, je n'ai strictement... Je n'ai jamais d'arrière-pensée parce que je pense... voilà, c'est très négatif. Bon, c'est les circonstances qui feront peut-être les... Non, mais je crois que les Français attendent de leurs élus qu'ils remplissent le mandat pour lequel ils ont été élus.
Donc présidente de l'Assemblée Donc, nationale. présidente de l'Assemblée nationale. Merci Yael Braun-Pivet d'avoir été notre invitée ce dimanche en compagnie Merci de à mes vous. camarades que je remercie, Stéphane et Mathieu. Merci beaucoup évidemment aux téléspectateurs et auditeurs. On vous souhaite tous un très très bon dimanche et à très bientôt.